Madame, vous vous prenez pour une militaire ou quoi? Ne dites plus de bêtises. Rentrez chez vous. Une femme officier, en mission d'inspection secrète dans une unité militaire, a dû endurer les insultes d'un soldat de garde, mais il s'est avéré qu'elle était la première femme générale d'armée de l'histoire. Et voici l'histoire pleine de drames et de satisfaction, alors qu'elle commence à déraciner un gigantesque réseau de corruption au sein de l'armée. Sur une route nationale, 3 heures du matin, un silence de mort baigne dans l'obscurité. Un taxi glisse silencieusement. Chaque fois que la lumière rare d'un lampadaire passe, le profil acéré de la femme assise sur la banquette arrière apparaît un instant avant de replonger dans l'ombre. Son nom est Geneviève Blanchard, la première femme générale d'armée de l'histoire des forces armées françaises et actuellement directrice du Centre de planification et de conduite des opérations CEPICO à l'état-major des armées. Pourtant, ce qui enveloppe son corps en ce moment n'est pas l'uniforme militaire orné d'étoiles de pouvoir, mais un tailleur bleu marine bien ajusté. Débarrassée de toute trace de son statut militaire, elle a maintenant l'apparence d'une civile s'enfonçant en territoire ennemi. Alors que le taxi approche de sa destination, le regard de Geneviève devient de plus en plus glacial. L'endroit vers lequel elle se dirige est la base de soutien de Reims. Ce lieu est considéré comme le cœur logistique de la région, gérant l'approvisionnement et la gestion du matériel militaire, mais c'est aussi là que la corruption peut le plus facilement s'installer. Des années auparavant, le souvenir d'une trahison et d'une humiliation terrible qu'elle a subie alors qu'elle n'était que colonel est resté coincé quelque part ici, comme un éclat d'obus rouillé. « Madame, nous sommes arrivés, c'est l'entrée de la base, je ne peux pas aller plus loin. » La voix du chauffeur de taxi tire Geneviève de ses pensées. À travers la vitre, elle voit le portail principal, imposant de la base, avec l'inscription « Base de soutien de Reims, commissariat des armées » et le poste de garde fortifié devant elle. Elle paie discrètement et descend de la voiture. L'air de la nuit est glacial. Sous la lumière jaunâtre du poste de garde, 2 jeunes soldats de la police militaire en treillis, casque et gilet pare-balles la fixent d'un regard méfiant. Geneviève s'avance lentement vers le poste de garde, le son de ses talons hauts résonnant distinctement dans le silence de l'entrée de la base. Halte là, zone militaire, accès interdit aux civils. Veuillez présenter vos papiers. Un soldat d'à peine 20 ans avec le grade de soldat de première classe sort du poste de garde, sa voix cassante l'arrêtant, son jeune visage trahit une confiance en les règles et les principes mêlée d'une pointe d'arrogance. « Je suis ici pour rencontrer quelqu'un à l'intérieur. » La voix de Geneviève est grave et calme. « Pour quelle raison? Avez-vous un rendez-vous? Je viens voir le commandant Julien Martel, qui travaille à l'entrepôt logistique. » Au nom de Julien Martel, les sourcils du jeune soldat se froncent légèrement. C'est un officier connu dans l'unité pour avoir été relégué à un poste dont personne ne veut, vivant une vie qui ressemble à un exil dans un entrepôt poussiéreux. Qu'une femme en tailleur élégant cherche à rencontrer cet officier en pleine nuit éveille à la fois sa curiosité et sa suspicion. Le commandant Martel, à cette heure-ci, vous avez rendez-vous, montrez-moi votre carte d'identité. Le soldat de première classe adopte une attitude de plus en plus autoritaire. Il pense qu'il doit contrôler la situation. Ce n'est pas un rendez-vous programmé, mais comme il est impératif que je le rencontre, veuillez le contacter pour moi, s'il vous plaît. Geneviève ne sort pas sa carte d'identité, mais transmet calmement sa demande. Cette attitude irrite le soldat. Il pense que cette femme méprise les procédures strictes de l'armée. Vous vous moquez de moi, ou quoi? Vous croyez que c'est un marché ici? Débarquer au milieu de la nuit sans rendez-vous pour voir un commandant. Mais vous êtes qui à la fin? Sans vérification d'identité, personne n'entre. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous au lieu de rester planté là? Son ton devient ouvertement irrespectueux.
L'appellation « ma petite dame », accompagnée de paroles sèches, fait légèrement froncer les sourcils de Geneviève un instant, mais son expression reste inchangée. Je vous demande poliment une dernière fois de bien vouloir contacter le commandant Julien Martel. Dites-lui simplement que quelqu'un du CPECO, de l'état-major des armées, est là. À peine les mots état-major des armées prononcés, le soldat éclate de rire. L'état-major des armées, habillé comme ça, seul en taxi, et vous prétendez venir de l'état-major. Même un chien en rirait. Et, ma petite dame, si vous continuez à raconter des conneries et à semer le trouble devant la base, ça va mal finir. Vous n'avez pas compris gentiment, alors dégagez. Vous vous croyez où? Dès que ces insultes sont prononcées, le regard de Geneviève devient soudainement glacial. Elle réalise que toute discussion supplémentaire est inutile. Elle sort son téléphone de son sac et compose un numéro pré-enregistré. C'est moi. Je suis devant le portail principal de la base de soutien. Je vous donne 5 minutes pour que le général commandant la base vienne ici en personne. L'appel est bref et catégorique. Sa voix contient une autorité absolue, ne laissant aucun doute sur l'identité de la personne à l'autre bout du fil. Le soldat de première classe éclate de rire, comme s'il ne pouvait pas y croire. C'est quoi ça? Elle est complètement folle ou quoi? Elle appelle qui pour oser donner des ordres au général de venir ici? Cependant, son sourire moqueur ne dure pas 5 minutes. De l'intérieur du poste de garde, des bruits de pas précipités et des cris commencent à se faire entendre. Un instant plus tard, des profondeurs de la caserne, un véhicule de commandement, phare allumé, fonce à une vitesse effroyable et freine brusquement devant le poste de garde. La portière s'ouvre brusquement, un général de division avec ses étoiles brillantes sur le col, enfilant à la hâte sa veste d'uniforme par-dessus son pyjama, se précipite dehors. C'est le général Dubois, le commandant de la base. Son visage est blême. Dès qu'il aperçoit Geneviève, il se met presque à courir vers elle et exécute un salut militaire parfait. Mon général, le général de division Dubois, commandant la base de soutien, à vos ordres. Je vous salue, Madame la directrice du CPECO, de l'état-major des armées. Pourquoi êtes-vous venu sans prévenir, mon général? Sa voix tremble de surprise et de peur. À cet instant, le temps semble s'arrêter pour le soldat de première classe qui venait d'insulter Geneviève. Ses yeux sont rivés sur la scène incroyable. La bouche bée, directrice du CPECO, et cette femme devant lui, une générale d'armée. La 4e position dans la hiérarchie militaire française. Alors que les pièces du puzzle s'assemblent dans sa tête, il sent tout le sang se vider de son corps. Geneviève hoche simplement la tête en réponse au salut du général, puis tourne son regard vers le soldat pétrifié. Son regard ne contient pas de colère, mais une déception glaciale. Votre nom? À vos ordres. Je suis le caporal. Non. Le soldat de première classe Pierre Durand, de la compagnie de garde. Le soldat répond, sa voix au bord des larmes, ses jambes tremblant si fort qu'il a du mal à tenir debout. Soldat de première classe Durand, la valeur d'un soldat se juge dès ce poste de garde. Le poste de garde est le visage de l'unité et, par extension, le visage de l'armée française. Mais à l'instant, vous avez vous-même souillé ce visage. Come. La voix de Geneviève est très douce, mais elle porte un poids capable de geler l'atmosphère. Aujourd'hui, je ne suis pas venue en tant que militaire, mais en tant que citoyenne. Et je voulais voir de mes propres yeux comment l'armée traite les citoyens, voir si la défense au plus bas niveau est solide ou arrogante. Et vous m'avez donné une réponse très décevante. Elle fait un pas en avant. Durand, effrayé, veut reculer, mais s'efforce de rester immobile. Le respect envers les supérieurs, le respect envers les citoyens. Je n'ai rien trouvé de tout cela en vous, seulement l'arrogance et la grossièreté d'un homme ivre de son petit pouvoir. Le serment que vous avez prêté, honneur et patrie.
Où est-il passé? Que protégez-vous? Ce portail en fer ou votre petit égout? Les reproches de Geneviève sont comme des coups de foudre qui frappent son cœur. Ce ne sont pas de simples réprimandes pour la faute d'un soldat. C'est un avertissement sur la discipline qui commence à pourrir depuis les plus bas échelons d'une organisation gigantesque appelée l'armée, sur une attitude arrogante qui se croit au-dessus du peuple. Le général Dubois, à côté, le visage cendré, la tête baissée, n'ose pas dire un mot. Geneviève ne regarde plus Durand. Il n'est plus dans son champ de vision. Elle se tourne vers le général. Général, pour la sanction de ce soldat, suivez le règlement. Mais profitez de cette occasion pour revoir en profondeur l'éducation idéologique et le comportement des militaires dans toute l'unité. Dans une semaine, je recevrai le rapport d'inspection. Puis elle s'interrompt, son regard se tournant vers les profondeurs de la caserne plongée dans l'obscurité, où se trouve le commandant Julien Martel en ce moment. Sous la direction du général, ils arrivent à un vieux bâtiment préfabriqué, situé dans la zone la plus reculée de la base. Loin du bâtiment principal, seule une plaque délavée « Gestion des stocks, entrepôt logistique numéro 3 » indique que ce n'est pas un bâtiment abandonné. Geneviève sent que la personne qu'elle cherche, le commandant Julien Martel, est ici. Cet endroit ressemble à un tombeau vivant. Tout au long du couloir, une odeur de poussière, de moisie et de papier provenant de vieux dossiers lui monte au nez. La plupart des bureaux sont éteints. Seul un petit bureau au bout du couloir laisse filtrer une faible lumière. Le général s'arrête devant la porte et frappe doucement. Commandant Martel, sortez un instant. Un moment plus tard, la porte s'ouvre et un homme à l'allure négligée apparaît. Il a à peine plus de 40 ans, mais son visage est déjà marqué par la fatigue et la résignation. Son uniforme est froissé, sa barbe mal rasée. C'est le commandant Julien Martel, l'image de l'officier jeune, intelligent, passionné et plein de droiture d'il y a plus de 10 ans a disparu. Julien Martel est surpris de voir le général le chercher, puis, en voyant Geneviève derrière lui, il se fige. Ses yeux vacillent violemment, comme s'il ne pouvait y croire. « Mon général !» Il s'apprête inconsciemment à saluer militairement, mais Geneviève l'arrête d'un geste de la main. « Ça fait longtemps, commandant Martel. » La voix de Geneviève est calme, mais elle cache des émotions complexes accumulées pendant des années. Le général s'éclipse. Dans le bureau exigu, il ne reste plus que Geneviève et Julien Martel. Un silence gêné s'installe. Martel n'ose pas la regarder en face, il baisse la tête. C'est Geneviève qui brise le silence. « Vous allez bien ?» C'est une question de politesse, mais ni celle qui la pose, Geneviève, ni celui qui l'entend, Martel, ne se sent à l'aise. Martel esquisse un sourire d'autodérision. Comme vous le voyez, mon général, encore en vie. Son bureau semble refléter les années qu'il a vécues. Un mur est couvert de vieux dossiers et d'équipements poussiéreux. Sur son bureau, une boîte de nouilles instantanée refroidie et des piles de documents en équilibre précaire. C'est le lieu d'exil de ceux qui ont été privés d'espoir. Pourquoi êtes-vous venu ici, mon général? Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez dans un endroit aussi misérable. Sa voix est mêlée d'un soupçon de ressentiment. Geneviève n'est pas sans comprendre son état d'esprit. Il y a plus de 10 ans. Après cet événement, ils ont dû suivre des chemins différents. Je suis désolée. Les excuses soudaines de Geneviève font lever la tête à Martel. De n'avoir pas pu vous protéger à l'époque. Je suis désolée d'avoir survécu seule et d'être montée jusqu'à ce poste. Ce n'était pas votre faute, mon général. À l'époque, nous étions trop naïfs et l'adversaire était trop puissant. J'ai pensé que c'était une chance qu'au moins vous ayez survécu. Sincèrement. Martel essaye de parler calmement, mais le bord de ses yeux est rougi. Le souvenir terrible qu'il partage refait surface. À l'époque, la colonelle Blanchard et le commandant Martel
travaillant ensemble à la direction des plans et des investissements du ministère de la Défense, avaient découvert des signes de corruption dans la fourniture de composants essentiels pour le nouveau système de missiles de défense antiaérienne. Une entreprise spécifique avait fourni des composants non conformes grâce à des pots de vin, et de hauts responsables de l'armée avaient fermé les yeux. Au centre de ce réseau se trouvait leur supérieur direct, le général de division Philippe Moreau, une étoile montante de l'armée. Ils avaient courageusement demandé une enquête, mais ce qu'ils ont reçu en retour fut une tempête de pouvoir. Moreau avait habilement falsifié toutes les preuves et rejeté toute la responsabilité sur Martel. Celui qui avait tenté de dénoncer l'affaire en interne a été accusé de divulgation de secrets militaires et de diffusion de fausses informations. Martel a été traduit devant un tribunal militaire et face aux menaces qui pesaient sur sa famille, il a finalement dû se taire. Il a eu la chance d'échapper à la destitution, mais a été rétrogradé et muté à ce poste isolé au sein du commandement logistique. Geneviève a également été traduite devant un conseil de discipline pour manque de supervision et atteinte à la cohésion interne. Mais grâce à la protection d'un autre général de haut rang qui appréciait son talent, elle a eu la chance de ne pas avoir à quitter l'uniforme. Cependant, elle a été étiquetée comme une traîtresse, un personnage dangereux au sein de l'organisation. Après cela, Philippe Moreau a connu une ascension fulgurante, de commandant de corps d'armée à sous-chef d'état-major, et actuellement chef d'état-major des armées, le poste le plus puissant de l'armée. Quant à Geneviève, au milieu de la trahison et de la calomnie, elle est devenue encore plus forte. Elle s'est frayé un chemin par ses propres moyens, grâce à des compétences exceptionnelles et une intégrité irréprochable, et a finalement écrit la légende de la première femme générale d'armée, s'élevant à une position juste en dessous de Philippe Moreau. Le chef d'état-major, Moreau, ce vieux salaud, a recommencé. Geneviève va droit au but. Dans le projet d'acquisition du nouvel avion de combat polyvalent, je sens la même odeur qu'il y a plus de 10 ans. Une entreprise spécifique obtient des notes anormalement élevées, et l'ombre de Moreau plane derrière. Toujours les mêmes vieilles combines. Le visage de Martel se durcit. Il écoute Geneviève en silence. Nous devons l'arrêter. Si nous n'étouffons pas ce monstre avant qu'il ne soit trop tard, cette armée pourrira de l'intérieur. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Le regard de Geneviève fixe Martel. Les documents que vous avez rassemblés à l'époque, les preuves qui peuvent démontrer les crimes de Moreau, vous les avez encore, n'est-ce pas? Martel retient son souffle un instant. Il évite son regard, se lève et se dirige vers la fenêtre. Dehors, c'est le noir complet. Ça fait si longtemps. Comment quelque chose comme ça pourrait-il encore exister? Ne mentez pas, commandant Martel, je vous connais. Vous n'êtes pas du genre à tout abandonner si facilement. Vous avez certainement protégé ces preuves comme votre propre vie en attendant le jour de la vengeance. Au lieu de répondre, Martel pousse un long soupir. Ses épaules tremblent légèrement. Même si je les avais encore, que pourrions-nous faire, mon général? Maintenant il est chef d'état-major des armées. Il est pratiquement le commandant suprême de l'armée, juste après le président de la République. Il est beaucoup plus fort et plus cruel qu'à l'époque. L'affronter maintenant, c'est comme un pot de terre contre un pot de fer. Sa voix est imprégnée d'une peur et d'une impuissance profonde. Cette fois, ce sera différent. Contrairement à l'époque, j'ai maintenant du pouvoir. Mon poste de directrice du CPECO me donne accès à toutes les informations opérationnelles de l'armée. Et j'ai aussi des gens qui me font confiance et qui me suivent. Si nous combinons vos preuves du passé avec ma force actuelle, cette fois, nous pouvons certainement le faire tomber. Geneviève l'appelle avec ferveur, de dos, mais Martel secoue lentement la tête. C'est impossible, mon général. Je ne peux pas le faire. J'ai une famille à protéger. Vous ne savez pas comment ma femme et ma petite fille ont été menacées à l'époque. Je ne peux pas mettre ma famille en danger une fois de plus. Je suis désolée.
c'est un refus. Plus de 10 ans ont transformé un jeune officier brûlant de droiture en un père de famille impuissant, plaçant la sécurité de ses proches avant tout. Geneviève ne peut plus le convaincre. Elle doit respecter son choix, mais une partie d'elle se sent anéantie. Je comprends, je ne vous forcerai pas, mais si vous changez d'avis, contactez-moi à tout moment. Voici mon numéro personnel. Geneviève pose discrètement sa carte de visite sur son bureau et se lève. Désolée de vous avoir dérangé si tard dans la nuit. Reposez-vous. Elle sort du bureau d'un pas lourd. La porte se referme. Dans la pièce, Martel est seul. Il fixe longuement la carte de visite de Geneviève sur la table, puis ouvre en tremblant le tiroir le plus profond de son bureau. À l'intérieur, caché sous une pile de vieux dossiers, un petit disque dur externe apparaît, c'est son assurance vie et aussi sa boîte de Pandore. Il le tient dans sa main, plongé dans un profond tourment. Et dans l'ombre, quelqu'un observe Geneviève quitter la base d'un œil perçant. Il passe immédiatement un appel téléphonique. Mon chef d'état-major. La générale Blanchard vient de rencontrer le commandant Martel et est partie. De l'autre bout du fil, une voix grave et pleine d'autorité retentit. Très bien, l'appât a été mordu. Maintenant que la chasse commence. Quelques jours après la rencontre de Geneviève avec Julien Martel, une atmosphère tendue, comme avant une tempête, règne au bureau de l'état-major. Assis derrière un imposant bureau en bois, le chef d'état-major Philippe Moreau regarde le dossier de Geneviève sur son écran et esquisse un sourire glacial. Debout devant lui, le directeur de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense d'ORDRD, le général Lambert, a une expression grave. Le loup sort enfin du bois. Geneviève pense encore qu'elle est colonel. Pour oser s'aventurer sur mon territoire, Moreau prend sa tasse de thé et parle lentement. Sa voix est douce mais cache une intention meurtrière glaciale. Que faisons-nous du commandant Julien Martel? Nous pouvons l'arrêter et le faire taire immédiatement, propose le général Lambert, mais Moreau secoue la tête. Non, ce n'est pas nécessaire. Julien Martel n'est plus qu'un appât. L'important est de savoir comment nous allons nous occuper du poisson, Geneviève, qui a mordu à l'hameçon. Quand on attrape un poisson, il faut s'assurer qu'il ne puisse plus jamais se relever, n'est-ce pas? Les yeux de Moreau brillent. Il a déjà élaboré un scénario parfait. Général Lambert, à partir de maintenant, préparez-vous selon mes instructions. On peut fabriquer des preuves. Un crime qui n'existe pas peut être inventé pour le lui mettre sur le dos. Une générale d'armée destituée pour espionnage, ce serait plutôt spectaculaire, non? Leur complot sordide commence à se mettre en place silencieusement et rapidement dans les recoins les plus secrets de l'état-major. 2 jours plus tard, Geneviève reçoit un appel dans son bureau. Le numéro est masqué. Elle hésite, puis décroche. La voix paniquée de Julien Martel résonne. « Mon général, c'est moi, Julien Martel. » Sa voix au téléphone tremble violemment. « Commandant Martel, que se passe-t-il? Vous aviez raison, mon général. Ils ont commencé à agir. Hier, des inconnus ont rôdé autour de ma maison. Ma femme est terrifiée. Je n'en peux plus. Ah, je vais tout vous donner, mon général, tous les documents que j'ai. » En entendant la voix désespérée de Martel, Geneviève sent que le moment est venu. « D'accord, calmez-vous. Où êtes-vous? » « Ce soir à 22h, pourriez-vous venir à mon bureau? À l'intérieur de la base, ce sera probablement plus sûr. S'il vous plaît, venez seul comme la dernière fois, ne le dites à personne, je vous en supplie, mon général. » Geneviève hésite un instant, tout est trop soudain et semble arrangé. Une alarme se déclenche dans sa tête, lui disant que cela pourrait être un piège. Mais si elle manque cette occasion, toutes les preuves pour faire tomber Moreau pourraient disparaître à jamais de plus. Elle ne peut pas ignorer son ancien subordonné en danger. D'accord. 22h. J'y serai. Finalement, elle décide de prendre le risque. C'est son style, et c'est aussi ce qui l'a menée au poste de général d'armée.
Cette nuit-là, Geneviève, de nouveau en civil, se rend à la base de soutien. Le poste de garde, cette fois, la laisse passer immédiatement. Lorsqu'elle arrive devant le vieux bureau de Martel, elle trouve la porte entr'ouverte. Elle pousse prudemment la porte et entre. Martel l'attend, le visage blême, tenant à la main un petit disque dur externe. « Mon général, vous êtes venu. Merci beaucoup. Vous allez bien? Votre famille est en sécurité? Oui, pour l'instant, ça va. Voici tout ce que j'ai. » Au moment même où Martel s'apprête à donner le disque dur à Geneviève, bam, la porte du bureau est défoncée et des soldats lourdement armés, avec casque et gilet pare-balles, font irruption. Ils tiennent des fusils d'assaut Fama. À leur tête, des enquêteurs de la DRD, ainsi que le chef du service d'enquête de cette unité, le colonel Legrand. Son visage est de marbre. Ne bougez pas. Au moindre mouvement, on tire. Geneviève et Martel sont encerclés en un clin d'œil. Geneviève réalise que tout cela est un piège. Mais il est trop tard. Le colonel Legrand s'approche de Geneviève et dit froidement: « Madame Geneviève Blanchard, vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi sur la protection du secret de la défense nationale et pour intelligence avec une puissance étrangère, c'est-à-dire pour espionnage. Vous avez le droit de garder le silence et de faire appel à un avocat. » « Quoi? Espionnage? De quoi parlez-vous? C'est absurde, proteste vivement Geneviève, mais l'un des enquêteurs ouvre un tiroir du bureau et crie: « Trouvez! Voici le document secret contenant les communications avec un agent étranger. Dans sa main, une feuille de papier, une preuve parfaitement fabriquée. » En voyant ces documents, Geneviève pense immédiatement au visage de Philippe Moreau. Tout cela n'est qu'une grande pièce de théâtre mise en scène par lui. Julien Martel, terrifié, s'effondre sur le sol en tremblant. Dans ses yeux, un mélange de culpabilité et d'horreur. Pour protéger sa famille, il a finalement accepté l'offre du diable. « Je suis désolé, mon général, ne me pardonnez pas. » Laissant derrière lui son murmure à peine audible, les menottes froides se referment sur les poignets de Geneviève. La première femme générale d'armée de France, celle que l'on surnomme la légende vivante, est devenue en un instant une suspecte d'espionnage et de trahison, traînée le long du couloir. Geneviève se mord les lèvres. L'humiliation et la fureur envahissent son corps, mais ses yeux ne reflètent pas le désespoir, mais une flamme de combat glacial. « Philippe Moreau, tu crois que tu as gagné ? Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début de la vraie guerre. » La nouvelle de son arrestation cette nuit-là se propage, devenant la nouvelle la plus choquante du pays. Une grande tempête commence. Le froid du siège en métal s'infiltre dans son corps. Geneviève est assise dans une salle d'interrogatoire au sous-sol du siège de la DRSD, une unité relevant du ministère de la Défense. La pièce close, sans fenêtre, ne contient rien d'autre que des documents et du matériel d'enregistrement conçu pour éroder le moral de l'adversaire. Elle est là depuis 3 jours. Les interrogatoires se succèdent sans lui laisser de répit. « Général Blanchard, non, maintenant vous êtes l'inculpé. Je vous le demande une dernière fois. Quand, où et comment avez-vous rencontré l'agent ennemi? Quelles étaient les instructions de vos supérieurs ?» En face d'elle, un enquêteur chevronné de la DRD, le colonel Bernard, un subordonné direct du général Lambert. Ses yeux brillent comme ceux d'un serpent fixant sa proie. Il se délecte de faire tomber de ses propres mains une générale d'armée. Geneviève ne montre aucun signe de fatigue. Le dos droit, elle lui fait face. « Colonel Bernard, je n'ai plus rien à dire sur les preuves falsifiées que vous présentez. Sans mon avocat, je refuse toute déclaration, et mon grade est toujours celui de général d'armée. Même en tant qu'inculpé, j'espère que vous respecterez la bienséance due à un supérieur, comme le stipule le règlement militaire. » Sa voix est grave et rauque, mais sa force intérieure est intacte. Le visage du colonel Bernard se crispe légèrement. Elle se croit encore à l'état-major, celle-là.
Madame Blanchard, votre crime n'est pas une simple infraction militaire. C'est un acte de trahison qui pourrait même être qualifié d'atteinte à la sûreté de l'État. Pourquoi ne pas avouer rapidement pour bénéficier d'une certaine clémence? La clémence dont vous parlez se trouve probablement sous la botte du chef d'état-major Philippe Moreau. Je n'ai pas l'intention de chercher la lumière à cet endroit. Faites venir mon avocat. C'est ma seule demande. Geneviève ferme les yeux. Toute discussion supplémentaire est vaine. Face à son attitude d'acier, le colonel Bernard finit par claquer la langue et se lever. Ce qu'ils veulent, ce sont ses aveux. Avec des aveux, tout procès se terminera rapidement, mais elle ne cédera pas. Pendant ce temps, dans un autre bâtiment de la DIRE-RD, le commandant Julien Martel est en isolement et vit des jours d'enfer. La séduction et les menaces se relaient pour l'écraser. Il pose des photos de sa femme et de sa fille sur la table et disent avec un sourire « Commandant Martel, si vous coopérez bien, vous serez mis à la retraite avec les honneurs, vous toucherez une bonne pension et vous verrez votre fille se marier. Mais si vous avez d'autres idées, qui sait ce que la vie nous réserve, n'est-ce pas ?» Martel s'est effondré. Il a trahi Geneviève et est maintenant contraint de faire de faux témoignages. Il pense avoir franchi une rivière sans retour possible, mais au plus profond de son cœur, une petite flamme, pas encore éteinte, subsiste. Le sentiment de culpabilité envers la générale Blanchard et la haine bouillonnante envers Philippe Moreau, ça ne peut pas finir comme ça. Il ne peut pas devenir un simple pion sur leur échiquier et finir sa vie ainsi. Profitant d'un moment d'inattention du garde sur le chemin de sa cellule, il aborde un vieil employé militaire qui pousse un chariot de nettoyage. Il a une vieille connaissance avec cet homme, le seul qui l'ait protégé lorsqu'il était traité injustement dans l'armée. Martel, tremblant, découd un petit morceau de papier cousu à l'intérieur de sa veste d'uniforme et le glisse dans la main de l'homme. « Je vous en supplie, donnez ce papier à ma femme. »« Non, à mon beau-frère. Ma vie en dépend. » L'employé hésite un instant, mais en voyant le regard suppliant de Martel, il hoche silencieusement la tête. Sur ce papier, une seule ligne, un nom et une adresse. Trouvez l'avocat Lucas Chevalier et dites-lui que la queue du scorpion s'est redressée. Près du palais de justice de Paris, au milieu des cabinets d'avocats luxueux, se trouve un vieil immeuble de 5 étages qui semble sur le point de s'effondrer. Au 4e étage de cet immeuble, accessible uniquement par les escaliers, se trouve une plaque délavée, cabinet d'avocat la justice, c'est le bureau de l'avocat Lucas Chevalier. Le bureau est en désordre, rempli de dossiers et de livres de droit, sans espace pour poser le pied. Chevalier a l'air d'avoir passé plusieurs nuits blanches, les cheveux en bataille, vêtu d'un vieux t-shirt. Il somnole sur un canapé. Il était autrefois une étoile montante de la justice militaire. Avec un caractère réfractaire à l'injustice et une capacité d'analyse juridique géniale, il avait résolu de nombreuses affaires de corruption importantes dans l'armée et s'était fait un nom. Mais c'est cette passion qu'il a perdue. Il y a plus de 10 ans, lorsqu'il a eu des indices sur l'implication du général de division Philippe Moreau dans l'affaire de corruption des composants de missiles, il a pointé son enquête vers lui. Mais ce qu'il a reçu en retour, c'est un conseil de discipline pour outrage à supérieur et perturbation de la chaîne de commandement. Il a finalement dû quitter l'uniforme dans l'humiliation. Il a ensuite ouvert un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires militaires, mais peu de gens voulaient confier leur affaire à un avocat qui avait échoué dans sa lutte contre un grand pouvoir. Il s'occupait principalement des cas de sanctions disciplinaires injustes de sous-officiers ou de soldats sans influence, ne percevant qu'un honoraire minimal pour maintenir son cabinet, semblant n'avoir plus que du scepticisme et du dégoût pour le monde. « Maître, vous avez un client. »
L'appel de sa secrétaire fait à contre-cœur se redresser Chevalier. La personne qui entre dans le bureau est un homme d'âge mûr au visage effrayé. C'est le beau-frère de Julien Martel. « Excusez-moi, êtes-vous bien l'avocat Lucas Chevalier ?»« Oui, qui y a-t-il ? Quelqu'un m'a demandé de vous remettre ça. » L'homme sort un morceau de papier froissé de sa poche et le lui tend. Chevalier prend le papier nonchalamment et l'ouvre. Et dès qu'il voit la ligne écrite à l'intérieur, son regard change instantanément. Ses yeux, autrefois fatigués et sceptiques, deviennent soudainement aussi perçants que ceux d'une bête sauvage qui vient de se réveiller. La queue du scorpion s'est redressée. C'était le nom de code que les principaux acteurs de l'affaire de corruption d'il y a plus de 10 ans utilisaient pour s'appeler entre eux lorsqu'ils enquêtaient. Et la tête de ce scorpion, c'était Philippe Moreau. Chevalier se lève d'un bond. « Qui vous a donné ça? Où est-il maintenant? »« C'est mon beau-frère. Le commandant Julien Martel. Il est actuellement détenu à la DRSD. » Julien Martel, Chevalier, se souvient de ce nom. Le jeune officier qui avait dû porter tout le chapeau et avait disparu dans cette affaire. Et ce message est certainement lié à l'arrestation de la générale Blanchard. Chevalier allume la télévision accrochée au mur de son bureau. Les nouvelles couvrent en boucle l'affaire d'espionnage de la générale Blanchard. Le chef d'état-major Philippe Moreau est devant les caméras, déclarant avec éloquence qu'il va resserrer la discipline militaire et déraciner le mal. Chevalier regarde le visage hypocrite de Moreau à l'écran et serre les poings. La colère qu'il a réprimée pendant plus de 10 ans refait surface. Philippe Moreau. Ce vieux renard continue ses sales tours. Il sort un dossier poussiéreux d'un tiroir profond de son bureau, le dossier d'enquête interne sur l'affaire de corruption des composants de missiles. Les pièces d'une vérité jamais révélée, ce qui l'a protégé même en devant quitter l'uniforme. Secrétaire, trouvez immédiatement la liste des avocats commis d'office pour l'affaire de la générale Blanchard et demandez un rendez-vous à la DRSD pour demain matin, le plus tôt possible. Déposez la demande de constitution d'avocat aujourd'hui même. La secrétaire, surprise, demande « Maître, cette affaire est suivie de près par le président de la République lui-même. Si nous nous en mêlons, nous risquons de devoir fermer le cabinet. » Chevalier ricane, son sourire teinté de tragique. Le risque de fermeture, je l'ai envisagé il y a plus de 10 ans. Cette fois, j'y vais pour mettre fin à cette longue guerre. La femme la plus haut placée de France et l'avocat le plus bas dans l'échelle sociale. Une alliance étrange et inattendue ouvre le prélude à la contre-attaque contre un empire de corruption gigantesque. Tribunal militaire central. L'audience pour examiner la légalité de la détention provisoire est en cours. Sur le banc des accusés, Geneviève, vêtue de la tenue de la prison au lieu de son uniforme, est assise le dos droit. Les bancs du public sont bondés de responsables militaires et de journalistes. L'atmosphère est si tendue qu'on n'entend pas un souffle. Tous semblent être une meute de hyènes rassemblées pour assister au dernier moment d'un héros déchu. Du côté de l'accusation, le commandant Lemaire, surnommé l'étoile montante de la justice militaire. Il est l'homme de confiance du chef d'état-major Philippe Moreau et a pris cette affaire avec l'intention de marquer un point pour sa carrière. Il a empilé les documents de preuves falsifiés et affiche une grande confiance. En face, la défense semble pitoyable. L'avocat Lucas Chevalier, dans son costume usé. Lorsque son nom est appelé, la plupart des gens dans la salle chuchotent en se demandant qui il est. L'audience commence. Le procureur Lemaire commence à lire l'acte d'accusation avec fluidité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l'inculpée, Geneviève Blanchard, a profité de sa fonction de directrice du CPECO, un poste d'une importance capitale, pour tenter de transmettre une partie du plan opérationnel 2027, un secret militaire de niveau très secret défense, à un agent étranger. L'ensemble des preuves recueillies sur les lieux et les témoignages concordent.
Le crime est clairement établi et il existe un risque de fuite et de destruction de preuves, rendant nécessaire le maintien en détention pour les besoins de l'enquête. Il parle avec un ton dramatique, comme un acteur, transformant Geneviève en une traîtresse qui ébranle les fondements de la nation. Des murmures parcourent les bancs du public. Tout est contre Geneviève. Le président donne la parole à la défense. Chevalier se lève. Il ne tient que quelques feuilles de papier, incomparables avec la pile de dossiers de l'accusation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, en tant qu'avocat de la défense, je souhaite présenter mes observations. Sa voix est calme, mais possède une force solide, suffisante pour résonner dans toute la salle. L'accusation qualifie cette affaire d'affaire d'espionnage, mais j'affirme que la nature de cette affaire n'est pas l'espionnage. La salle d'audience murmure. La nature de cette affaire est un complot, orchestré avec une finesse et une cruauté diabolique par une force de corruption gigantesque au sein de l'armée, visant à éliminer une militaire qui tentait de révéler la vérité pour cacher leurs crimes. Les paroles de Chevalier ont l'effet d'une douche froide sur la salle. Le procureur le maire ricane, incrédule. « Maître, ce n'est pas un endroit pour écrire un roman. Ne diluez pas la nature du procès avec des théories du complot sans fondement. » Des théories du complot? Très bien. Alors à partir de maintenant, je vais vous montrer les fondements. Chevalier présente au tribunal le premier document qu'il a préparé. Voici une copie du rapport de dénonciation interne, rédigé par le commandant Julien Martel lors de l'affaire de corruption des composants de missiles, il y a plus de 10 ans. Et voici le relevé d'un compte bancaire anonyme, où une somme importante provenant de la société de défense Alpha, celle qui a fourni les composants non conformes, a été versée. Ce qui est surprenant, c'est que le véritable propriétaire de ce compte est le beau-frère du général de division Philippe Moreau, leur supérieur de l'époque, et aujourd'hui chef d'état-major des armées. L'atmosphère dans la salle d'audience commence à changer. Un simple procès pour espionnage prend une direction complètement différente. La générale Blanchard a récemment eu des indices que dans le projet d'acquisition du nouvel avion de combat, la société Alpha est de nouveau au centre de la corruption et elle cherchait qui était derrière. Sa rencontre avec le commandant Martel était pour cette raison. Mais cette nuit-là, elle a été arrêtée pour espionnage. Est-ce une coïncidence ? Chevalier s'arrête un instant et regarde autour de lui. Les documents secrets liés à l'ennemi que l'accusation présente comme preuve, comment ont-ils pu être trouvés dans le tiroir de leur bureau pendant le court laps de temps où la générale Blanchard et le commandant Martel se sont rencontrés? C'est parce qu'ils y ont été placés à l'avance. C'est un piège, une falsification de preuves évidente. Il poursuit avec sa deuxième demande. Pour éclaircir cette mise en scène, je demande la citation à comparaître ici du témoin qui a directement arrêté la générale Blanchard sur les lieux et découvert les preuves falsifiées. Le chef du service d'enquête de la DRSD, le colonel Legrand, en tant que témoin. Le président hésite un moment, mais il n'a aucune raison de rejeter la demande légitime de citation de témoin de l'avocat. Un instant plus tard, le colonel Legrand est à la barre des témoins. Il a l'air très tendu. L'interrogatoire incisif de Chevalier commence. Témoin, vous avez dit avoir trouvé des documents secrets dans le bureau de l'inculpé Blanchard le jour de l'arrestation, n'est-ce pas? Veuillez décrire la situation en détail. Oui, je les ai trouvés au fond du tiroir inférieur du bureau du commandant Martel. Ah oui? Mais en regardant la photo de la scène de crime que vous avez fournie, il y a un point étrange. Le tiroir est plein de documents, mais ce dossier de documents secrets est propre et lisse, comme s'il venait d'y être posé, pas un grain de poussière. Comment est-ce possible? Dans un tiroir utilisé depuis des années? Une sueur froide perle sur le front du colonel Legrand.
C'est une partie que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Pas eu le temps de vérifier ou pas besoin de vérifier? Saviez-vous déjà que ce document était là? Sur l'ordre de quelqu'un. Peut être. Non, absolument pas. Le grand nie avec véhémence. Chevalier, comme s'il s'attendait à cette réaction, sort sa carte suivante. D'accord, alors je pose une autre question. Dans l'heure qui a précédé l'opération d'arrestation, avec qui avez-vous le plus parlé au téléphone? Je demande le relevé de vos appels. Le visage du colonel Legrand devient blême. Son historique d'appels montre de nombreux appels avec le colonel Bernard de la DRST et aussi avec le chef de cabinet du chef d'état-major Philippe Moreau. La première fissure dans le scénario qu'il croyait parfait est apparue. Le président décide finalement de poursuivre l'audience sur la détention et d'accepter toutes les preuves et demandes de citation de témoins de l'avocat. Bien que Geneviève ne soit pas libérée, le cours du procès a basculé à 180 degrés. En sortant de la salle, le procureur Lemaire regarde Chevalier avec des yeux pleins de colère. « Vous avez transformé ce procès en un bourbier. Vous le regretterez. » Chevalier répond avec un sourire détendu. « Ce n'est pas moi qui ai créé le bourbier, c'est vous, n'est-ce pas? Je ne fais que révéler la vérité qui s'y cache. Et ce n'est que le début. Pour les regrets, il est peut-être un peu tôt. » Ce soir-là, tous les médias publient des articles avec des titres comme « Le procès de la générale soupçonnée d'espionnage s'oriente vers un scandale de corruption militaire ». Le scénario que Philippe Moreau redoutait le plus. La bataille de l'opinion publique a commencé. Dans son bureau, il déchire le journal et laisse éclater sa colère. Un avocat inconnu a créé une petite fissure, mais fatale, sur le mur d'un empire gigantesque. Cette petite victoire au tribunal militaire n'est qu'un début. Chevalier sait très bien qu'il ne pourra jamais gagner dans le monde fermé de la justice militaire. Le système judiciaire au sein de l'armée, contrôlé par Moreau, finira par se ranger de son côté. Pour gagner, il doit changer de champ de bataille. Il décide de porter cette guerre hors des barrières de l'armée, sur la place publique où toute la France pourra la voir. Mon général, la période à venir sera difficile pour nous. La justice militaire fera tout pour étouffer le scandale de corruption et se concentrera uniquement sur l'accusation d'espionnage. Ils contrôleront les médias et nous calomnieront. Mais quand la vague arrive, si nous nous baissons, nous pouvons accumuler la force de surfer sur une vague encore plus grande. Dans le parloir de la prison, Chevalier explique sa stratégie à Geneviève. Notre arme la plus puissante est la vérité et l'indignation. Nous devons montrer comment une organisation gigantesque comme l'armée a piétiné un individu et suscité l'indignation du public face à leur corruption. Le procès ne se déroule pas seulement dans la salle d'audience. Son plan est méticuleux. Il a trouvé des preuves beaucoup plus solides et directes que les documents présentés au procès grâce au disque dur que Martel lui a fait parvenir. C'était le fichier original des registres de pots de vin de la société Alpha lié au projet d'acquisition des avions de combat, détaillant les vrais noms des dirigeants militaires, y compris le chef d'état-major Moreau, les montants des pots de vin qu'ils ont reçus et les dates. Chevalier cherche la personne la plus apte à faire exploser cette bombe. Et il pense à une personne, la journaliste Claire Roussel du journal en ligne La Vérité 24. Elle est connue pour dénoncer sans concession la corruption des grandes entreprises et les scandales des politiciens. L'une des rares journalistes intègres dans un monde rempli de journalistes à scandale. Il est convaincu qu'elle reconnaîtra la valeur de ce document et ne cédera pas à la pression. Chevalier contacte la journaliste Roussel de manière anonyme. Madame Roussel, je crois en votre courage et je vous envoie ces informations. C'est la vérité sur une corruption massive qui ronge la défense nationale française. Dès que ce fichier sera publié, votre sécurité pourrait être menacée.
mais seul vous pouvez révéler la vérité. Quelques jours plus tard, un article exclusif apparaît sur la page d'accueil de La Vérité 24. Le chef d'état-major en exercice soupçonné d'avoir reçu des milliards en pots de vin dans le projet des avions de combat. L'accusation d'espionnage contre la générale Blanchard, une mise en scène pour couvrir la corruption. L'article secoue toute la France. Une partie du registre des pots de vin fournis par Chevalier est publiée après avoir été floutée et son impact est comparable à celui d'une bombe nucléaire. 1 heure seulement après la publication de l'article, des mots-clés comme Philippe Moreau corruption, affaire Blanchard complot dominent les classements de recherche sur les réseaux sociaux. L'indignation du public se propage comme un feu de forêt. L'histoire d'une héroïne qui a consacré sa vie au pays, accusée d'espionnage par une force gigantesque au sein de l'armée alors qu'elle tentait de dénoncer la corruption, suffit à susciter la colère du peuple. Le site web du ministère de la Défense est inaccessible en raison d'un trop grand nombre de visites, et sur le portail du gouvernement, une pétition demandant une enquête sur la corruption du chef d'état-major Moreau et la libération de la générale Blanchard recueille 300 000 signatures en une seule journée. La situation devient incontrôlable. Moreau décide de contre-attaquer frontalement. Il organise lui-même une conférence de presse d'urgence. Devant des centaines de caméras, il nie toutes les accusations avec une assurance imperturbable. Mes chers compatriotes, les soupçons soulevés par certains médias peu scrupuleux sont des calomnies. Ce n'est rien de plus qu'une tentative de diffamation ignoble de la part d'une inculpée qui a commis un crime grave menaçant la sécurité nationale pour couvrir sa propre culpabilité. Je jure sur mon honneur de soldat que je n'ai rien à me reprocher. Il accuse même Geneviève et Chevalier d'être des forces cherchant à déstabiliser l'armée et ordonne à la DRD d'enquêter plus en profondeur, affichant une attitude de voleur qui crie au voleur. Sa performance est parfaite, mais pas suffisante pour inverser la vague de suspicion qui a éclaté. La flamme de l'opinion publique atteint même l'Assemblée nationale. Un député chevronné de la Commission de la Défense nationale et des forces armées, souvent en conflit avec le chef d'état-major Moreau sur les questions de budget de la défense, y voit une occasion en or de le faire tomber. Ce député, M. Jean-Luc Michel, contacte immédiatement et secrètement l'avocat Chevalier. Maître Chevalier, je suis le député Jean-Luc Michel. J'ai tout suivi à la télévision. Vous êtes formidable. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Nous pouvons créer une commission d'enquête parlementaire et convoquer le chef d'état-major Moreau comme témoin lors d'une audition publique. Pour Chevalier, c'est comme recevoir une armée de renfort. La bataille en dehors du tribunal a trouvé son allié le plus puissant. Le Parlement, avocats, journalistes, députés et citoyens indignés. Un front d'alliance gigantesque pour sauver Geneviève se forme. En suivant toute cette situation sur la petite télévision de sa cellule, Geneviève verse pour la première fois une larme. Ce n'est pas une larme de désespoir, mais une larme d'espoir. Elle n'est pas seule. D'innombrables personnes qui croient en la valeur de la vérité qu'elle essaie de protéger se battent avec elle là où elle ne peut pas les voir. L'empire de Moreau semble encore solide en apparence, mais les fissures qui apparaissent sur tous les murs de la forteresse sont devenues trop grandes pour être cachées. Et vers ces fissures, Chevalier prépare sa prochaine attaque, un coup décisif et fatal. Alors que l'opinion publique commence à s'enflammer, Philippe Moreau retient son souffle et observe la situation. C'est un stratège chevronné qui a détenu le pouvoir au sommet d'une organisation gigantesque appelée l'armée pendant des décennies et a surmonté d'innombrables crises. Il sait très bien que l'opinion publique est comme un feu de forêt. Aussi violent soit-il au début, si on crée un vent contraire, ou s'il n'y a plus rien à brûler, il s'éteindra de lui-même.
Il est temps pour lui de créer ce vent contraire. Sa contre-attaque commence dans le bureau secret de sa résidence de fonction au milieu de la nuit. Il convoque le directeur de la DRD, le général Lambert, et le procureur militaire Lemaire, ses bras droits. Vous semblez avoir peur du bruit extérieur. Mais il ne faut pas, dit Moreau froidement en se servant un verre de whisky de luxe. Son regard n'est pas celui de la colère, mais celui, calme, d'un prédateur devant sa proie. L'opinion publique est comme un chien. Jetez-lui un appât plus gros, plus attrayant, et il se précipitera dessus. Au lieu de l'os qu'est Geneviève Blanchard, il suffit de leur jeter de meilleurs appâts, Lucas Chevalier, Claire Roussel et Jean-Luc Michel. Ces instructions sont simples et cruelles. Il s'agit de faire tomber simultanément les trois piliers qui soutiennent Geneviève, l'avocat, les médias et la politique. Général Lambert, Ré, enquêter sur le passé de l'avocat Chevalier. Fouiller jusqu'au moindre grain de poussière. Pour problème de femme, d'argent, n'importe quoi. S'il n'y a rien, inventer. Pour la journaliste Roussel, examiner son historique de communication, ses comptes bancaires. Monter une histoire selon laquelle elle a reçu de l'argent pour écrire son article. Commandant Lemaire éplucher le passé du député Michel. Un politicien ne peut pas ne pas avoir de faiblesse. Fonds politiques illégaux, enfants cachés, n'importe quoi, trouvez-moi quelque chose. C'est une déclaration de guerre. Les plus hautes instances du renseignement et de la justice militaire, qui devraient protéger la loi et les principes, commencent à agir comme des chiens de chasse pour protéger le pouvoir d'un seul homme. La contre-attaque de l'Empire est rapide et d'une précision effrayante. Le premier à être attaqué est Lucas Chevalier. Quelques jours plus tard, un journal conservateur publie un article exclusif, Choc. L'avocat de la générale Blanchard, Lucas Chevalier, soupçonné d'être un corbeau ayant poussé un client au suicide. Le contenu de l'article est malveillant. Des années plus tôt, un client de Chevalier, après avoir perdu un procès, avait choisi de mettre fin à ses jours. L'article déforme habilement la vérité, transformant Chevalier en un avocat sans scrupules, exigeant des honoraires excessifs et ne défendant pas correctement ses clients, les poussant à la mort. Dès la publication de l'article, le parquet civil, comme s'il attendait, délivre un mandat de perquisition pour le bureau de Chevalier. Des dizaines d'enquêteurs font irruption, emportant tous les documents et ordinateurs du bureau. En un instant, Chevalier, l'avocat de la justice, devient un avocat véreux qui exploite ses clients. La deuxième flèche vise la journaliste Claire Roussel. La DRDRD enquête illégalement sur toutes ses transactions financières et découvre qu'elle a récemment transféré une somme importante à son frère pour lancer une entreprise. Il transforme cette information en un scénario selon lequel c'est de l'argent sale reçu de la part de la générale Blanchard pour publier son article et le diffuse à d'autres médias. La journaliste qui a révélé la vérité est étiquetée comme une journaliste qui a vendu son âme pour de l'argent. Son journal, La Vérité 24, subit également une forte pression d'un contrôle fiscal. Enfin, l'allié le plus puissant, le député Jean-Luc Michel, subit également un coup fatal. Le parquet fouille minutieusement ses anciens comptes de dons et transforme un petit don d'une entreprise de construction en financement politique illégal. La nouvelle qu'un politicien influent de l'opposition est mis en examen pour corruption noie tous les autres sujets. Non seulement il ne peut plus attaquer Moreau, mais il doit s'occuper de sa propre défense. En moins d'une semaine, les 3 ailes qui aidaient Geneviève ont été brisées. L'opinion publique est en plein chaos. Il est difficile de distinguer le vrai du faux. La vérité sur l'affaire Blanchard s'est transformée en une guerre debout et les gens commencent à se lasser. La stratégie de Moreau a fonctionné à la perfection. Dans le parloir de la prison, Geneviève fait face au visage hagard de Chevalier à travers la vitre. Ses yeux sont marqués par la fatigue et l'indignation. « Je suis désolée,
Mon général, j'ai été trop naïf. Je ne m'attendais pas à ce que l'adversaire agisse de manière aussi sale et cruelle. Chevalier se blâme. Geneviève secoue doucement la tête. Non, ce n'est pas la faute de maître chevalier, c'est la mienne. En combattant un monstre, j'avais momentanément oublié à quel point il était effrayant. Son regard ne faiblit pas, mais elle sent une partie d'elle s'effondrer. À cause d'elle, de nombreuses personnes souffrent. Pour protéger sa seule conviction, trop de choses ont été sacrifiées. Peut-être devrions-nous nous arrêter là, murmure Geneviève. Chevalier relève brusquement la tête. Mon général, vous songez à abandonner? À cause de moi, vous et d'autres innocents êtes blessés. Cette guerre, c'est moi seul qui l'ai commencée. Il est donc juste que je la termine seul. Si j'avoue tout comme le souhaite Moreau, non, crie Chevalier. Mon général, si vous abandonnez maintenant, vous ne resterez dans l'histoire que comme une espionne. Ils ne s'arrêteront pas là. Ils nous piétineront aussi, moi, la journaliste Roussel et le député Michel, ceux qui vous ont aidés. Si nous nous agenouillons ici, nous deviendrons leurs esclaves pour toujours. Ses yeux sont injectés de sang. Ce n'est plus seulement votre guerre, mon général. C'est aussi devenu ma guerre pour retrouver ma vie. Pour laver l'étiquette que Moreau m'a collée, j'irai jusqu'au bout. Alors s'il vous plaît, ne dites pas de telles paroles de faiblesse. Vous êtes Geneviève Blanchard, la première femme générale d'armée de France. L'appel passionné de Chevalier aide Geneviève à se ressaisir alors que son moral est au bord du gouffre. Dans ses yeux, la flamme du combat glacial se rallume. Oui, tout n'est pas encore terminé. Même si l'Empire a contre-attaqué avec force, il reste quelque part sur les murs de la forteresse des fissures qu'ils n'ont pas encore pu colmater. Au moment le plus sombre du désespoir, ils doivent trouver cette fissure invisible et y placer leur dernier espoir. Le colonel Bernard, chef du service d'enquête de la DRSD, il est la lame la plus affûtée du chef d'état-major Moreau et du directeur Lambert. Une obéissance absolue à ses supérieurs et une cruauté implacable, une fois la cible identifiée, sont les forces qui l'ont mené à son poste actuel. En tant que principal responsable de l'enquête sur l'affaire Blanchard, il a dessiné un tableau parfait selon les désirs de Moreau. Cependant, à l'intérieur de lui, une petite fissure, dont il n'a même pas conscience, se forme. Elle a commencé le premier jour de l'interrogatoire de Geneviève, lorsqu'il a croisé son regard. Bien qu'il ait interrogé d'innombrables criminels et espions, les yeux de Geneviève sont différents. Dans ses yeux, il n'y a ni la peur ni la bassesse d'un coupable, mais l'honneur inflexible d'une militaire et la foi en la vérité. Ce regard clair et ferme le hante depuis des jours. La graine du doute germe encore plus lorsque la contre-attaque de Moreau commence. Les complots contre l'avocat Chevalier, la journaliste Roussel et le député Michel ne sont pas des enquêtes, mais presque une chasse à l'homme. Pas de recherche de la vérité, seulement de la fabrication et de la diffamation pour éliminer les cibles. Bernard a passé toute sa vie dans les services de renseignement militaire, traitant de nombreuses affaires obscures. Mais cette fois, cela heurte sa conscience professionnelle. Le tournant décisif arrive lorsqu'il rencontre le commandant Julien Martel. Le directeur Lambert a ordonné à Bernard de présenter Martel aux médias pour une conférence de presse exposant les crimes de Geneviève. Bernard se rend dans la cellule de Martel pour le convaincre. Martel est complètement abattu, l'air d'un homme qui a perdu son âme, regardant dans le vide. « Commandant Martel, reprenez-vous. Votre seule chance de survie maintenant est de suivre les instructions. Votre carrière militaire restante et la sécurité de votre famille, je vous les garantis. » En entendant les paroles de Bernard, Martel relève lentement la tête. De ses yeux vides, une larme coule soudainement. Il murmure d'une voix à peine audible. Ils m'ont forcé à trahir mon général, comme le capitaine Leclerc à l'époque. Capitaine Leclerc,
En entendant ce nom, Bernard sent son cœur s'arrêter. Le capitaine Antoine Leclerc. Il y a plus de 10 ans, c'était le supérieur direct que Bernard respectait le plus, un ami proche. Il avait enquêté sur une affaire de détournement de carburant dans une unité logistique, mais avait été accusé d'être le cerveau de l'affaire et avait été renvoyé de l'armée dans l'humiliation. Peu de temps après, il s'était suicidé. Celui qui avait commandé et étouffé cette affaire, c'était Moreau, à l'époque jeune officier. Bernard avait enfoui au plus profond de lui l'impuissance et la colère de cette époque. Le nom du capitaine Leclerc, de la bouche de Martel, est un coup de poignard dans la cicatrice que Bernard avait cachée. Cette nuit-là, il ne peut pas dormir. Les souvenirs du passé et les doutes du présent tourmentent son esprit. Il décide finalement de réexaminer lui-même tout le dossier de preuve de l'affaire Blanchard. C'est un expert, son œil ne manque aucune faille, et finalement il la trouve. Et la preuve la plus cruciale de l'affaire, le fichier texte des instructions de l'ennemi censé avoir été trouvé sur l'ordinateur du bureau de Martel. Il examine le rapport d'expertise numérique de ce fichier. L'heure de création, l'historique d'accès, l'historique des modifications, tout a été parfaitement falsifié. Mais il y a une seule chose à laquelle les criminels n'ont pas prêté attention. Les métadonnées de la dernière heure de modification du fichier. L'heure de la dernière modification indiquée dans le rapport est 22h13 et l'heure de l'arrestation de la générale Blanchard, enregistrée par les caméras de sécurité de la base et dans le rapport d'arrestation, est 22h10. Un décalage de 3 minutes. C'est la preuve irréfutable qu'après l'arrestation et le départ de Geneviève du bureau, 3 minutes plus tard, quelqu'un s'est assis à cet ordinateur et a modifié le fichier de preuve. Il est physiquement impossible que Geneviève ait pu faire cela. C'est le pistolet encore fumant, la preuve décisive qui démontre que tout n'est qu'une immense mise en scène. Bernard sent un frisson le parcourir. Il a l'intuition que ce décalage de 3 minutes est le talon d'Achille qui peut faire s'effondrer tout un empire. Mais en même temps, une peur terrible l'envahit. Au moment où il révélera cette vérité, il deviendra un traître à l'organisation. Sa carrière militaire prendra fin et Moreau et Lambert ne le laisseront pas tranquille. Toute sa famille pourrait être en danger. Il sort une vieille photo du tiroir de son bureau. C'est une photo de lui avec le capitaine Antoine Leclerc, souriant. Le jeune homme qu'il était sur la photo croyait fermement en l'honneur du soldat et en la loyauté envers la patrie. Et lui, maintenant, face à la vérité, il s'apprête à se taire pour sa propre sécurité, devenant une lame lâche. « Antoine, que dois-je faire ?» Il se tourmente toute la nuit, oscillant violemment entre l'obéissance à un pouvoir immense et la dernière parcelle de conscience d'un militaire. À l'aube, il prend enfin sa décision. Il enfile un uniforme propre, attache le pistolet de son tiroir à sa ceinture et glisse la clé USB contenant la copie du rapport d'expertise au fond de sa poche. Ses pas ne le mènent pas vers le bâtiment de la DRDR, mais à l'extérieur, il n'est plus la lame de l'Empire. Il a décidé de devenir la lame du jugement. Son objectif est unique, trouver la seule personne qui peut révéler cette vérité au monde, l'avocat Lucas Chevalier. Après la perquisition de son cabinet et les attaques médiatiques, l'avocat Lucas Chevalier a temporairement disparu de la scène publique. Mais il agit de manière encore plus intense en coulisses. Avec l'aide du député Jean-Luc Michel, il se prépare pour la prochaine audition de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale, comme pour une bataille finale. Bien qu'il ait réussi à convoquer le chef d'état-major Moreau comme témoin, il lui manque encore un coup décisif pour le faire tomber. C'est alors qu'un appel miraculeux arrive. Un appel d'une cabine téléphonique. La voix d'un homme étrange, modifié. « Est-ce l'avocat Lucas Chevalier? J'ai quelque chose à vous remettre. »
Le lieu de rendez-vous est un parc désert le long de la Seine à l'aube. Chevalier, méfiant, se rend au rendez-vous. La personne qui apparaît devant lui est un officier supérieur en uniforme. C'est le colonel Bernard de la DORD. Chevalier le reconnaît immédiatement comme étant quelqu'un du cœur du camp ennemi. Bernard ne dit rien, il lui tend juste une clé USB. Toute la vérité est là, dedans. C'est ma rédemption, et aussi un hommage à mon mentor décédé. S'il vous plaît, rendez son honneur à l'armée. Après cette brève rencontre, Bernard disparaît dans l'obscurité. Juste après avoir remis le document à Chevalier, il s'est rendu de lui-même au parquet central pour avouer tout le complot de falsification d'enquête et a choisi la voie de la détention. La lame la plus affûtée de l'Empire s'est plantée elle-même dans le cœur de l'Empire. Chevalier retourne à son bureau et vérifie le contenu de la clé USB. Au moment où il découvre le rapport d'expertise contenant le décalage de 3 minutes, il sent un frisson. On a gagné, on peut gagner. C'est une preuve scientifique, claire, irréfutable par quelque excuse que ce soit. Le jour de l'audition parlementaire, la salle de réunion de la Commission de la Défense et de la Sécurité est bondée de caméras de tous les médias du pays. Sur le banc des témoins, le chef d'état-major Philippe Moreau est assis, l'air digne, sans la moindre nervosité. Il est prêt à parer toutes les attaques. L'audition se déroule comme prévu. Les questions pointues des députés de l'opposition fusent, mais Moreau esquive habilement les points essentiels, affirmant qu'il n'a fait que recevoir des rapports sur cette affaire sans interférer dans l'enquête. Il prétend même avec assurance que cette situation est un complot de forces extérieures visant à déstabiliser l'armée. Enfin, vient le tour du député Jean-Luc Michel de poser ses questions. Il a invité l'avocat Lucas Chevalier à assister en tant que conseiller juridique. Témoin, je voudrais revenir sur la situation lors de l'arrestation de la générale Blanchard. Vous avez dit avoir reçu un rapport indiquant que toutes les procédures ont été menées dans le respect de la loi, n'est-ce pas? C'est exact. C'était une opération d'application de la loi légitime menée conformément à la loi et aux principes, répond Moreau sans hésitation. Le député Michel hoche la tête et demande de projeter une image sur le grand écran de la salle. Le rapport d'enquête officiel soumis par la DIRD apparaît. Témoin. Selon ce rapport, l'heure de l'arrestation de la générale Blanchard est 22h10 et la preuve décisive, le fichier d'instruction de l'ennemi, a été trouvé sur l'ordinateur du commandant Martel. C'est bien ça? C'est conforme au rapport. Bien. Alors, veuillez regarder l'image suivante. Sur l'ordre du député, l'écran change. Le contenu principal du rapport d'expertise numérique que le colonel Bernard a risqué sa vie pour obtenir est affiché en grand. 2 € d'attache sont surlignés en rouge. Heure d'arrestation et de départ de la scène de l'inculpé Blanchard. 22h10, heure de la dernière modification du fichier de preuve. 22h13. La salle de réunion devient silencieuse. Les députés qui ne comprennent pas la signification commencent à chuchoter. La voix du député Michel résonne, glaciale, dans la salle. Témoin Philippe Moreau, en ce moment, toute la nation regarde cet écran. Pouvez-vous expliquer ce décalage de 3 minutes? Après l'arrestation et le départ de la générale Blanchard, un fantôme serait-il apparu pour s'asseoir à l'ordinateur et créer le fichier de preuve? À cet instant, le visage de Moreau s'effondre pour la première fois. Ses pupilles se contractent violemment. Il comprend immédiatement la signification. Une erreur fatale dans un crime qu'il croyait parfait. Ça peut être une erreur de transcription dans le rapport ou une erreur système. Se défend-il maladroitement, mais il est trop tard. Une erreur? Chevalier, en tant que conseiller, prend le micro. Au cours du procès, des dizaines d'experts en informatique judiciaire
ont vérifié et attesté qu'il s'agit d'un enregistrement précis sans la moindre seconde d'erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est la preuve d'une falsification. La preuve irréfutable qu'après que vous ayez emmené la générale Blanchard, quelqu'un est resté sur les lieux et a planté la preuve. Comment? La salle devient chaotique. Les cris des députés et les flashs des photographes crépitent. Moreau, le visage blême, ne peut plus dire un mot. Son empire, qu'il croyait imprenable, s'effrite à cause d'une minuscule fissure, un décalage de 3 minutes. À ce moment précis, la porte arrière de la salle s'ouvre et des enquêteurs du parquet font irruption. Ils se dirigent droit vers Moreau, figé sur son siège de témoin. Monsieur Philippe Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour incitation à la destruction de preuves, abus de pouvoir et diffamation. Vous avez le droit de garder le silence et de faire appel à un avocat. Le cliquetis des menottes se refermant sur ses poignets sonne comme le glas de la fin d'une ère. Devant les caméras de télévision retransmettant en direct pour toute la nation, l'empereur d'un empire qui avait manipulé un pouvoir sans égal est devenu un criminel pitoyable. Au même moment, dans une petite cellule, Geneviève, qui suit toute la scène à la télévision, sent une larme chaude couler sur sa joue. Au bout du long tunnel sombre, une lueur est enfin apparue. Le jour du jugement était ainsi arrivé. La scène de l'arrestation de Philippe Moreau en pleine audition parlementaire a été retransmise en direct dans tout le pays. Ce fut l'un des moments politiques les plus dramatiques de l'histoire de la France. L'image de l'empereur d'un empire apparemment invincible, s'effondrant en un instant, a apporté au peuple un sentiment de satisfaction et une foi intense en la justice. Ensuite, les choses se sont déroulées aussi rapidement qu'une crue. En commençant par Moreau, le directeur de la DIRE des Lambert, le procureur Le Maire et d'autres hauts responsables de l'armée impliqués dans l'affaire de corruption ont été successivement convoqués et mis en examen. Leur crime ne se limitait pas à l'abus de pouvoir, mais s'étendait à la révélation d'un vaste réseau de corruption qui s'était propagé comme une toile d'araignée dans toute l'armée pendant des décennies, incluant des détournements de matériel, des promotions truquées, des pots de vin, des problèmes qui ébranlaient les fondements de la défense nationale. Les médias n'ont cessé de rapporter de nouvelles affaires de corruption, soulignant qu'il ne s'agissait pas de la faute d'un seul homme, mais d'un problème structurel de l'institution militaire. Geneviève, qui avait tout fait basculer depuis l'œil du cyclone, observait tout cela depuis l'endroit le plus calme. 3 jours après l'arrestation de Moreau, le parquet militaire a retiré toutes les accusations contre elle et a annulé son mandat de dépôt. La porte en fer froid s'est ouverte. Geneviève, vêtue du tailleur qu'elle portait lors de son incarcération, est sortie de la prison. La lumière vive du soleil l'a fait plisser les yeux un instant. Devant le portail, de nombreux journalistes étaient rassemblés, mais la première personne qu'elle a vue était l'avocat Lucas Chevalier, qui l'attendait seul, un peu plus loin. Il portait toujours son costume usé, mais, pour une raison quelconque, ses épaules semblaient plus larges que jamais. Geneviève a simplement hoché la tête en direction des journalistes et s'est dirigée droit vers Chevalier. D'innombrables flashs se sont dirigés vers eux deux. « Vous avez traversé une dure épreuve, mon général », dit Chevalier sobrement en lui tendant la main. Geneviève lui serra fermement la main. « Non, maître Chevalier, c'est vous le sauveur de ma vie. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier. Il n'y a pas de quoi, je n'ai fait que mon travail, et j'ai aussi réglé une vieille dette personnelle que je portais depuis plus de 10 ans. » Chevalier sourit amèrement. Ils n'ont rien dit de plus, mais à travers cette poignée de main ferme, ils pouvaient sentir le cœur de l'autre. Le lien qui avait commencé au plus profond du désespoir pour eux, deux serait désormais reconnu comme la plus grande alliance qui ait changé le pays. Quelques jours plus tard, dans la grande salle du ministère de la Défense à Paris,
une cérémonie de réhabilitation et de réintégration de la générale Blanchard a été organisée. Le nouveau chef d'état-major et le ministre de la Défense sont montés personnellement sur l'estrade pour présenter des excuses officielles à Geneviève au nom de l'armée. Aujourd'hui, l'armée fait son examen de conscience le plus profond pour l'erreur d'avoir infligé à l'une de ses militaires les plus méritantes le plus infâme des crimes. Nous nous inclinons et nous excusons pour la blessure indélébile que nous avons causée à la générale Blanchard personnellement, ainsi que pour avoir ébranlé la confiance du peuple en son armée. Le ministre de la Défense a personnellement attaché les insignes de général d'armée avec ses étoiles sur son épaule. Geneviève a accepté tout cela avec calme. Lorsqu'elle s'est approchée du micro pour son discours, au lieu de parler de vengeance ou de ressentiment, elle a parlé de l'avenir de l'armée. Aujourd'hui, ici, je ne parlerai ni de pardon ni de réconciliation. Je veux plutôt dire que nous devons entamer un processus d'autocritique et de réforme douloureux. Une plaie purulente doit être excisée pour que la chair saine puisse repousser. J'espère qu'à la suite de cet événement, notre armée pourra renaître en une armée française, fidèle uniquement à la patrie et au peuple, et non l'organisation privée d'un quelconque individu. J'accomplirai également ma mission au poste qui m'est confié. Son discours a eu un grand retentissement dans toute l'armée. Après sa réintégration, Geneviève est allée voir ceux qui avaient souffert à cause d'elle. Elle s'est rendue à la prison militaire où le commandant Julien Martel était détenu. Martel, tourmenté par la culpabilité de sa trahison et de ses faux témoignages forcés, s'est agenouillé et a éclaté en sanglots en voyant Geneviève. « Mon général, j'ai commis un crime impardonnable. S'il vous plaît, ne me pardonnez pas. » Geneviève l'a aidé à se relever. « Levez-vous, commandant Martel. Je comprends comment vous avez été menacé, combien vous avez souffert. Je ne suis même pas sûre que j'aurais pu faire un autre choix dans votre situation. Et finalement, c'est le message que vous avez risqué votre vie pour envoyer qui a été le début de toute cette contre-attaque. Vous êtes à la fois un traître et la première graine de cette bataille. » Elle a personnellement rédigé une lettre de recommandation pour une réduction de peine pour Martel, et le tribunal, considérant que son crime avait été commis sous la contrainte, l'a condamné à une peine minimale. Il a dû quitter l'uniforme, mais il a eu la chance de retourner auprès de sa famille et de commencer une nouvelle vie. Le colonel Bernard, qui est passé de l'âme de la DDRD à lanceur d'alerte, n'a pas pu échapper au procès. Mais son choix courageux a reçu le soutien du public et Geneviève, Chevalier et le député Michel ont tout fait pour l'aider. Il a finalement été gracié par le président de la République et a retrouvé la liberté. Il a quitté l'armée en silence, mais a laissé une question profonde à de nombreux jeunes officiers sur ce qu'est la voie d'un véritable soldat. Le temps a passé et tout semblait être rentré dans l'ordre. Moreau et ses complices ont subi le jugement sévère de la loi et ont disparu de la scène de l'histoire. L'avocat Lucas Chevalier est soudainement devenu un avocat nationalement connu, mais il a refusé toutes les offres des grands cabinets et a continué à défendre les plus faibles depuis son vieux bureau. La journaliste Claire Roussel a reçu le Grand Prix du journalisme et le député Jean-Luc Michel est devenu un symbole de la réforme au sein de son parti. Quelques mois plus tard, Geneviève a reçu un appel discret du palais de l'Élysée. Dans le bureau du président de la République, ce dernier, qui lui faisait face, l'a regardé avec des yeux pleins de confiance et a dit « Madame la Générale, à travers cette affaire, j'ai réalisé à quel point la maladie chronique de notre armée est grave. Un simple changement de personnel ou une réforme institutionnelle ne suffira pas. Nous avons besoin d'un leadership fort pour changer la culture même de l'armée et déraciner les vieilles habitudes. » Le président a marqué une pause et a regardé Geneviève droit dans les yeux. « C'est pourquoi je voudrais vous proposer quelque chose.
Voudriez-vous quitter l'uniforme et commencer avec moi une bataille plus grande? Soyez à l'avant-garde de la réforme de l'armée française. Je souhaite vous nommer prochaine ministre des Armées. Geneviève a retenu son souffle. Une proposition qu'elle n'aurait jamais imaginée de sa vie. Au-delà de la première femme générale d'armée, devenir la première femme ministre des Armées, ce n'est pas seulement une gloire personnelle, c'est réécrire l'histoire de la défense française. Monsieur le Président, j'ai vécu toute ma vie comme une soldate. Je ne connais pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique, ou vous ne connaissez pas le mensonge et les manœuvres, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Vous savez comment commander l'armée avec la confiance, pas avec les armes. Vous savez comment vaincre la corruption, pas l'ennemi. Le peuple vous fait confiance et les soldats vous respectent. Ce dont notre défense a besoin maintenant, ce n'est pas d'un politicien chevronné, mais d'une réformatrice avec l'intégrité d'une militaire. Face aux paroles résolues du président, Geneviève ne pouvait plus refuser, c'était son destin. La raison pour laquelle elle n'avait pas quitté l'uniforme et avait enduré la trahison et l'humiliation il y a plus de 10 ans. La raison pour laquelle elle avait dû se battre contre une force aussi gigantesque que Moreau. Finalement, une nouvelle mission qu'elle devait assumer l'attendait. Ce soir-là, Geneviève a retiré silencieusement son uniforme dans son appartement de fonction. Les insignes de général d'armée avec ses 4 étoiles brillaient. L'uniforme, qui était comme une seconde peau pour elle pendant des décennies, a été plié avec soin. Puis elle a sorti du fond de son armoire le tailleur bleu marine qu'elle portait la nuit où tout a commencé. Par la fenêtre, la nuit parisienne s'étendait. Jusqu'à présent, les ennemis qu'elle commandait étaient de l'autre côté de la frontière. Mais à partir de maintenant, les ennemis qu'elle devrait combattre seraient des ennemis invisibles, cachés au cœur même de nous. Une guerre contre des fantômes plus rusés et plus tenaces. Dans la voiture qui la menait à l'Assemblée nationale pour son audition de nomination en tant que ministre des Armées, Geneviève a serré les lèvres. Ses yeux n'étaient plus ceux d'une militaire, mais brillaient d'un regard profond et lourd, celui d'une personne responsable devant la nation, portant sur ses épaules la sécurité de centaines de milliers de soldats et de millions de citoyens. La tempête était passée et une nouvelle aube se levait. Sa vraie guerre ne faisait que commencer.